Mes parents sont séparés depuis 3 ans lorsque nous habitions à Bordeaux. Ça m'a rendu triste de les voir se disputer et ils se disputaient fréquemment. Quand on est parent en train de se séparer, forcément, on est pris dans toutes sortes de tourbillons émotionnels et c'est parfois difficile de répondre à tous les besoins émotionnels de nos enfants. Au début, je savais pas trop ce que ça voulait dire se séparer. Et puis mon papa est venu me parler dans ma chambre et il m'a expliqué. Et ça m'a rendue triste. Quand des parents se séparent, il est primordial qu'ils ne mettent pas leurs enfants face à un conflit de loyauté. Les enfants ne devraient jamais avoir à choisir entre leurs deux parents. C'est important de faire un documentaire sur la séparation, parce qu'il y a tellement de défis et de facteurs de risque pour les enfants de familles séparées. Il est donc essentiel que les parents se préparent en amont et s'informent le mieux possible. Vas-y, commence. Non, commence-toi. D'accord. Alors, je m'appelle Malina, j'ai 10 ans et on est meilleures amies. Moi, je m'appelle Rosa, j'ai 11 ans et ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui. Toutes les deux, nos parents se sont séparés. Et ça fait du bien d'avoir une amie qui a vécu la même chose. C'est toujours difficile de décider s'il faut rester ensemble à cause des enfants. Pour prendre cette décision, il faut faire le point sur la relation. Je m'appelle Tanisha Burke, je suis coach parental, psychologue et chercheuse en relations parents-enfants. Si les deux parents estiment que leurs problèmes relationnels peuvent être résolus avec une thérapie de couple, alors je leur conseille d'essayer de sauver leur mariage. Mais si le mariage est dans l'impasse, si les désaccords génèrent des conflits qui font subir un stress permanent à toute la famille, alors il vaut mieux y mettre un terme. Car la relation peut nuire au développement psychologique, scolaire et cognitif des enfants. Et cela affectera la manière dont ils interagiront avec les autres à l'âge adulte. Je ne me souviens plus exactement comment c'était, mais on sentait qu'ils allaient se séparer parce qu'ils se disputaient souvent. Alors, ce qui se passait à la maison, c'est que mes parents se disputaient souvent. Même pour des petites choses pour lesquelles des adultes ne devraient pas se disputer. Et ça me rendait souvent triste. Alors je leur disais... Arrêtez, ça sert à rien, vous pouvez vous parler normalement. Au début, je savais pas trop ce que ça voulait dire se séparer. Puis, mon papa est venu me parler dans ma chambre et il m'a expliqué et ça m'a rendue triste. Alors tout d'abord, pour savoir comment aborder le sujet de la séparation avec les enfants, c'est important de ne pas attendre trop longtemps. Parfois, on attend d'être vraiment décidé. C'est seulement quand ce sera complètement abouti, que le projet sera bien ficelé, qu'on va dire les choses aux enfants. Je suis Isabelle Filiosa, je suis psychothérapeute, enseignante et écrivaine. Peut-être ça fait même plusieurs mois qu'on mature les choses dans notre tête. Et l'enfant, il va prendre le truc, boum, brutalement, sans avoir le temps de maturer les choses. Donc, si on ne met pas de mots dessus, c'est là que ça commence à être plus inquiétant et difficile pour les enfants. Et quand on leur annonce les choses, tout est déjà fini, ils n'ont même pas leur voix au chapitre, ils n'ont même pas d'espace pour pouvoir s'exprimer. Quand des parents se séparent, la première question, c'est toujours comment le dire aux enfants. La règle, c'est qu'il vaut mieux leur parler à deux, sans faire dans le théâtral, et de la façon la plus neutre possible. Nous avons décidé. Et toujours souligner ce qui reste, et non pas ce qu'on va perdre. On ne sera plus une famille, on ne s'aime plus, tout va changer. Personne ne veut entendre ça. Il vaut mieux dire, on a des centres d'intérêt différents, et donc on a décidé d'habiter dans 2 appartements et de trouver une nouvelle façon de vivre notre famille. Il faut proposer une solution agréable. Je m'appelle Nicolas Schmitt, je suis chercheuse en sciences sociales, journaliste et maman de 2 enfants.
Ce qui est bien avec les séparations, c'est qu'en principe, elles ne sont pas une fin, mais un nouveau départ. Au début, quand j'ai appris que mes parents allaient se séparer, j'étais très triste et je pleurais souvent. J'avais peur que mes parents se perdent de vue et qu'on ne soit plus une vraie famille. Au début, j'avais peur que ce soit de ma faute. Je pensais que c'était moi qui avais mis le bazar entre eux et ça me rendait triste. Mais après, maman m'a expliqué que ça n'avait rien à voir avec moi et ça m'a un peu rassurée. Après une séparation, les enfants se sentent souvent coupables parce qu'ils pensent qu'ils ont mal agi. Je n'ai peut-être pas assez écouté, j'ai peut-être réclamé trop d'attention. Donc c'est important de ne pas vouloir clore le sujet en une seule fois, mais d'y revenir souvent. Ce n'est pas votre faute, on est deux adultes qui font face à la vie comme ils peuvent. On a nos propres difficultés et malheureusement, on n'a pas réussi à les surmonter. Mais toi, notre enfant, tu es la personne la plus importante et on va tout faire pour que tu sois bien. Et nous, on va prendre soin de nous. Chaque étape du développement exige un soutien différent. Les très jeunes enfants, avant l'âge de 6 ans, peuvent avoir peur d'être abandonnés par l'autre parent. Un enfant plus grand pourra penser que le divorce est de sa faute et avoir envie de prendre parti. Et les adolescents seront peut-être en colère contre leurs parents et ils prendront également parti. Quand j'étais chez l'un de mes parents, l'autre me manquait. J'avais du mal à m'endormir et je dormais mal. Au début, ce qui était très dur, c'était de me retrouver dans un nouvel appartement. Tout était nouveau et j'avais souvent mal au ventre parce que j'avais mauvaise conscience. Peut-être que je manque à papa, peut-être que je manque à maman. Ça n'a pas été facile. Quand on divorce, on insécurise l'enfant. Quand on se sépare, on insécurise l'enfant. Donc notre job de parents, c'est de refournir de la sécurité. Et la sécurité, c'est pas en disant « tu es en sécurité, tu es en sécurité ». Non, la sécurité vraie, c'est quand on écoute et qu'on accueille dans notre cœur ce que dit l'enfant. Parce qu'à ce moment-là, il se sent compris, il se sent important à nos yeux. Et il mesure qu'on est vraiment là pour lui. Du coup, il peut se sentir en sécurité et nous construisons un attachement sécure, solide. Lors d'une rupture, le plus grand problème, c'est l'attachement. J'avais 2 parents qui s'occupaient beaucoup de moi et tout à coup, l'un d'eux n'est plus là. Je perds un lien qui compte beaucoup dans ma vie. C'est comme un chagrin d'amour. La personne me manque, c'est très douloureux. Pour aider un enfant à s'adapter au départ d'un parent, les parents devraient faire tout leur possible pour préserver les routines de l'enfant. Pour grandir, les enfants ont besoin de prévisibilité. La séparation de leurs parents est déjà un traumatisme en soi. Mais si en plus ils perdent leurs habitudes, ce sera encore plus dévastateur. Et puis, il faut absolument être ouvert au dialogue. Vos enfants ne doivent pas avoir peur de vous dire des choses comme « Je ne t'aime plus parce que tu as brisé notre famille » ou « Pourquoi papa et toi vous n'êtes pas restés ensemble? Je vous déteste ». En tant que parent, il faut être prêt à entendre ce genre de critiques, sans chercher à s'en défendre. On passait beaucoup de temps ensemble. On faisait plein de trucs marrants, des choses qui nous faisaient rire, histoire de penser à autre chose. Ça faisait du bien. J'étais heureuse à chaque fois que je revoyais son visage. « Waouh, Rosa !» Et on oubliait tout le reste. Le conseil que je donne aux parents, c'est de temporiser à chaque fois qu'ils sont sur le point de dire ou de faire quelque chose et de se demander « Est-ce que c'est dans l'intérêt de mes enfants ?» Si vous avez vraiment envie de dire quelque chose de méchant à votre ex et qu'il faut que ça sorte, appelez une amie.
Défoulez-vous avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en disant des horreurs à votre ex, vous risquez d'augmenter l'animosité, de vous éloigner encore plus de l'autre. Et ce n'est pas dans l'intérêt de votre enfant. Il faut impérativement éviter de tenir des propos négatifs sur votre ex-partenaire en présence de vos enfants, car vous les mettez en situation de devoir choisir, et ce n'est pas leur rendre service. C'est un comportement absolument irresponsable de la part des parents. Je pense que je pourrais dire que je suis un spécialiste de la séparation parce que j'ai beaucoup déménagé, environ une quinzaine de fois. J'ai changé de ville entre Paris et Bordeaux et aussi de pays. J'ai vécu un moment à Beyrouth, au Liban. Je m'appelle Milos, je vis à Paris avec mon frère et ma mère et mon père habite ailleurs dans Paris. Nous vivons à trois sans voir fréquemment notre père depuis que j'ai 14 ans, mais ça nous est arrivé par le passé de vivre des longs moments sans lui. Lors d'une séparation ou d'un divorce, les enfants doivent faire face à plusieurs problèmes. Le premier est la perte ou la raréfaction du contact avec l'un des parents. Le plus souvent, c'est le père, parce qu'il ne vit plus à la maison et les interactions avec lui diminuent. Cela peut énormément fragiliser l'enfant. Son besoin de sécurité n'est plus satisfait parce que son père, qui devrait en principe être avec lui, n'est plus à ses côtés. Il n'y a pas eu de décision où un jour on s'est dit là on vit chez notre mère, ça s'est fait naturellement et ça ne nous a pas dérangé puisqu'on le voyait souvent. L'année où j'étais en 5e et que nous étions du coup une grande partie de l'année au Liban a été assez compliquée pour mon frère et moi, mais nous a aussi apporté beaucoup de découvertes. On n'était jamais allé au Liban avant ça et on en avait envie. En revanche, on était séparés de notre père et même si nous étions avec notre mère, elle était prise par, je ne sais pas si c'était le travail, mais par plein de choses qu'elle devait faire. Et on était beaucoup livrés à nous-mêmes, en fait, dans l'appartement sans elle. On la voyait vraiment quasiment jamais. Ça a été compliqué pour moi et mon frère de vivre une première fois sans lui. Et me dire que j'ai devoir vivre un moment sans lui a été dur à accepter. Mais on a réussi à surmonter ça ensemble. Et aujourd'hui, j'ai plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs au Liban. Une séparation entraîne une perte de sécurité émotionnelle. Si la mère était au foyer, il est possible qu'elle doive trouver un emploi. Ou si elle avait déjà un emploi, elle sera peut-être obligée de faire plus d'heures. Ce qui signifie que les enfants n'auront plus la stimulation émotionnelle immédiate de la part des deux parents. Parce que le père n'est plus là et que la mère travaille plus qu'auparavant. Donc, il y a eu tout un moment où j'ai élevé les enfants seuls et où il nous était impossible d'être ni tous les quatre, ni qu'il y ait un partage pour des raisons géographiques et psychologiques. J'étais très seule d'un point de vue matériel, mais je savais qu'ils avaient un père qui, à un moment, qui les aime et ce lien d'amour n'a jamais été brisé. Et donc, j'étais pas vraiment seule en ce sens. Plusieurs études montrent que dès qu'il y a séparation ou divorce, le bien-être matériel des femmes baisse de 25 à 50%. Et elles doivent le plus souvent aller travailler. De nombreuses mères n'ont pas d'autre choix que de solliciter des aides sociales pour s'en sortir, surtout si le père ne leur verse pas de pension alimentaire. La situation financière des pères baisse aussi, mais ils rebondissent souvent plus vite, car généralement, ce sont les mères qui ont la garde des enfants et qui sont donc moins flexibles. Je pense que inconsciemment, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je prenne soin de mon frère et que je montre que je sois là pour lui s'il avait un quelconque problème ou quoi que ce soit. Et
Donc oui, dans toutes les situations plus ou moins difficiles que nous avons traversées ensemble, j'ai senti une sorte de devoir d'être là pour lui. L'avantage quand des frères et sœurs font face à ce genre de moment, c'est que ça crée des liens très forts entre eux. Une fratrie sous pression ne se dispute pas. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Une fratrie qui ne se dispute jamais est très souvent une fratrie sous pression. Ils sont obligés de se serrer les coudes pour faire tourner la boutique. Et pendant un certain temps, ils tiennent très bien le coup. Mais un enfant doit pouvoir redevenir enfant. Et pour ça, il faut qu'un parent intervienne et lui dise « Ok, merci d'avoir assuré au cours des derniers mois. Maintenant, je vais prendre le relais. Tu peux redevenir enfant. Va jouer, vis ta puberté, fais des bêtises. Tu n'as plus besoin d'assurer. » Je pense qu'avoir un modèle paternel à la maison qui vit chez soi est une bonne chose, mais aujourd'hui, j'ai réussi à bien me construire en tant qu'adolescent et de futur adulte sans le voir tous les jours. Après une séparation, il y a 2 scénarios possibles. Soit on fonde une nouvelle famille avec un nouveau ou une nouvelle partenaire, soit on reste célibataire avec les enfants. Et les enfants ont la capacité de se développer dans les 2 cas. Les enfants ont besoin d'un parent aimant, sensible et stable. À partir du moment où ils ont ça, tout le reste relève de la gestion du quotidien. Dès lors qu'un parent est là pour moi, je me développe normalement. Je m'appelle Greta, j'ai 11 ans et je vis dans une famille recomposée. On a tous la même maman. Mais Emily et Léa ont un autre papa, Martin, qui a une nouvelle copine. En fait, c'est sa femme, parce qu'ils se sont mariés. Après, il y a Arthur, moi, Karl et Johan. Nous, on est les enfants de mon père biologique, Alexander. Et lui aussi, il a une copine. Et chez lui, on a une demi-sœur et un demi-frère, Miranda et Caspar. Et il y a Clara, la fille de David et de maman. Mais pour moi, on est frères et sœurs. On n'a jamais fait de différence. Pour qu'une famille recomposée fonctionne, il faut une communication franche et ouverte entre les membres de la famille. Et que les parents acceptent d'être patients avec leurs enfants. Car les enfants sont peut-être encore en train de faire le deuil de leur famille d'origine. Et ce n'est pas aux parents de leur dire qu'il est temps de passer à autre chose. On n'a pas vraiment eu besoin de dire aux enfants « Bon, maintenant on est en couple et je serai une sorte de deuxième papa ». Oui, ils t'ont tout de suite accueilli à bras ouverts. Exactement. Un jour, je suis venu pour le déjeuner et à partir de là, j'ai été accueilli très chaleureusement. Je crois que pour les enfants, ça a été clair très vite. Ce serait une erreur de vouloir que le nouveau partenaire soit considéré comme un nouveau parent. Ça peut fonctionner si les enfants sont encore très jeunes au moment de la séparation. Si je vis avec un beau-parent dès l'âge de 18 mois, il y a plus de chances qu'une relation parent-enfant se mette en place que si j'ai 14 ans. Mais quand on leur met la pression, il faut que tu vois cette personne comme une maman ou un papa et que tu l'aimes. Ça se passe toujours mal. Les sentiments positifs naissent lorsqu'on accepte les sentiments négatifs. L'enfant doit pouvoir dire « cette personne est nulle ». On peut répondre « ok, je comprends, pour moi elle est importante, je ne t'oblige pas à l'aimer, mais je te demande de la respecter ». Alors la relation pourra se développer, mais c'est toujours la surprise. Je me souviens un jour, je rentrais de chez une copine en fin d'après-midi et devant chez moi, il y avait une voiture garée que je n'avais encore jamais vue. Je suis entrée et je suis tombée sur David. Et moi, j'étais genre « Bonjour, tu es qui, toi ?» Et puis avec le temps, j'ai trouvé ça super. Surtout que David fait plein de trucs cool que maman ne ferait pas. C'est vrai, parfois on se dit que ça serait bien que les parents se remettent ensemble, parce que c'était bien avant. Mais après, on est quand même content que les parents aient un nouveau copain ou une nouvelle copine, parce que là aussi, ça redevient sympa. Moi et papa, enfin David,
On a une super relation. Il s'est beaucoup investi pour nous. Et puis il s'est adapté très vite. Parce qu'avant, il n'avait pas d'enfants. Et d'un seul coup, il se retrouvait face à 6 enfants. Mais il s'est super bien intégré. Je trouve que David a fait beaucoup de bien à maman. Après la séparation d'avec Alexander, ça m'a fait plaisir de voir maman à nouveau heureuse. Elle a rajeuni. Au départ, je me demandais surtout comment les plus jeunes allaient réagir. Mais en fait, ils m'ont beaucoup facilité les choses. Alors qu'avec Léa et Émilie, qui étaient déjà plus âgées, ça a été plus compliqué. Je ne savais jamais trop comment m'y prendre, comment elles me voyaient. Parce que pour elles, je ne suis que le 3e papa. On a eu plusieurs figures paternelles dans notre vie. Elles étaient déjà trop âgées pour construire une vraie relation. Le niveau de conflit dans une famille recomposée dépend beaucoup de l'âge des enfants. C'est plus facile quand les enfants sont à la maternelle ou en primaire, car ils seront plus disposés à s'engager dans la nouveauté. Mais pour un ado, qui aurait envie de parler de son chagrin d'amour, s'il y a quelqu'un qui n'est là que depuis 2 ans, ça peut le contrarier. J'avais envie d'être seule avec maman ou papa pour discuter, mais il ou elle est toujours là. C'est plus dur avec les ados. On allait toujours à 4 chez papa. Maintenant, mes petits frères vont chez lui tous les 15 jours. Et Greta et moi, on va chez lui un jour par semaine. Moi le mardi et Greta le mercredi. C'est bien parce que ça permet de se faire une soirée père-fils. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut anticiper. Les fois où je suis chez papa le dimanche, il ne faut pas oublier que le lundi, j'ai école. Donc il faut que je prévoie mes affaires. Le problème, c'est quand les enfants ne veulent pas aller chez leur père. On est un peu tiraillés. Est-ce qu'on les oblige ou pas? Avec Arthur, il y a eu des moments assez difficiles, parce qu'à une époque, il ne voulait pas du tout y aller. Mais quand ils allaient chez Alexander tous les 4, ça se passait bien. C'est pour Clara que ça a parfois été compliqué. Elle se demandait pourquoi ses frères et sœurs s'en allaient et pourquoi elle devait rester avec nous. Ça a été une période un peu bizarre. Mais là, ça fait 5 ans et je pense qu'on a plutôt bien géré les temps de garde. Il y a 3 modèles possibles. Le plus fréquent, c'est les enfants qui vivent avec l'un des parents à leur domicile habituel et passent des moments chez l'autre parent. Ensuite, il y a le modèle de la résidence alternée. Les enfants passent la moitié de la semaine ou des semaines complètes chez l'un des parents, puis chez l'autre. Ça fonctionne quand les parents s'entendent très bien, quand ils vivent près l'un de l'autre et quand les enfants sont suffisamment âgés. Au niveau international, on conseille ce modèle à partir de 6 ans au plus tôt. Et ça ne fonctionne que lorsque ça convient aux enfants. Parce que les allers-retours, c'est fatigant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en Allemagne, on a tendance à dire « le modèle de la garde alternée, c'est super ». Parce que les études disent que les enfants sont plus heureux avec ce modèle. Mais s'ils sont plus heureux, c'est parce que c'est le modèle choisi par des parents qui s'entendent bien. Et puis enfin, il y a le modèle du nid, c'est-à-dire que les enfants vivent dans un seul lieu et ce sont les parents qui alternent. Ça implique d'avoir 3 lieux de vie et qu'un des parents quitte toujours le nid. Ça coûte aussi très cher et il faut pouvoir s'arranger financièrement. Les familles recomposées ont besoin de temps. À chaque réorganisation, il faut 1 ou 2 ans pour que les habitudes se remettent en place. Au bout d'1 an, la plupart des gens disent « ça ne marche pas, c'est horrible ». Et puis, il faut des rituels communs, des repas, des jeux en commun. Ce qui est très bénéfique aussi, c'est l'humour, les blagues récurrentes, faire le clown ensemble et savoir prendre les choses à la légère. Alors, pour les anniversaires, pour Noël et ces choses-là, on fait toujours ça ici. Et ensuite, on refait une fête chez papa un peu plus tard. Et ça, c'est cool, parce que du coup, on a 2 ou 3 fois plus de cadeaux. Ce qui est bien avec une famille recomposée, c'est qu'on a plus de papy et de mamie. On le voit avec Vera, la nouvelle copine de papa. Ses parents sont devenus nos grands-parents et ils sont super sympas. La séparation n'est pas un drame. On a tendance à penser que la séparation est synonyme de drame annoncé parce qu'elle disloque le noyau familial qui est notre idéal de perfection.
Mais une séparation n'est pas une catastrophe. Que ce soit d'un point de vue biologique, anthropologique ou neurophysiologique, nous ne sommes pas faits pour le noyau familial. Nous sommes faits pour avoir des relations sociales au sein d'un groupe. Comme je le dis souvent, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est impensif, mais nous sommes une espèce qui élève ses enfants en collaboration. Et quand on n'a pas ce village, on peut tomber de haut au moment d'une séparation. Parce que dans ces moments-là, il y a aussi le chagrin d'amour. Et construire un village dans ces conditions, c'est ultra difficile. Une séparation fait partie des 10 traumas les plus importants qui peuvent vraiment altérer le destin d'un enfant. Et en même temps, comme toutes les difficultés, si on fournit à l'enfant les facteurs de protection nécessaires, si on l'aide à naviguer la situation, si on l'aide à traverser tout ça en pouvant exprimer ses émotions et si on l'aide à construire les compétences émotionnelles et sociales, eh bien du coup, oui, ça va devenir un enrichissement. Donc c'est comme pour tout, ce n'est pas l'événement qui est important, c'est la manière d'accompagner l'événement.